Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dumbledore. Good luck. J'avais très envie de faire cette vidéo, et ce pour deux raisons. La première, c'est que c'est mon personnage préféré, et la seconde, c'est que j'ai réalisé très tard que c'était un personnage qui divisait en fait énormément. En fait, pendant très longtemps, je le voyais vraiment comme un gentil papy, quoi. Pas de chance. Crotte de nez. Pour moi, il incarnait vraiment le bien, la sagesse et l'intelligence aussi. Mais j'ai vu que ce personnage divisait en fait énormément. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, et essayer de voir si ces accusations sont légitimes. Bon déjà, qu'est-ce qu'on reproche à Dumbledore ? Je crois que ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'être un méchant manipulateur. Très méchant. Bon, plus sérieusement, j'ai vu assez souvent des membres de la communauté Harry Potter l'accuser d'être à l'origine de tous les maux de Harry en fait. Et notamment de l'avoir formaté pour qu'il se suicide à la fin. Donc, comme pour Rogue, on va se pencher un petit peu sur la vie de Dumbledore, de son enfance jusqu'à la fin, pour essayer de cerner un petit peu mieux le personnage. Après ça, on pourra répondre à la fameuse question, Dumbledore est-il un manipulateur ? L'enfance de Dumbledore est peu développée et on n'a clairement pas les détails de sa vie à cette période. Mais on sait quand même des trucs. C'est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants et c'est aussi un sang mêlé, comme Rogue. À la différence de Rogue, par contre, c'est le papa de Dumbledore qui est un sorcier. La jolie famille vit à Terre-en-Land, un petit village d'Angleterre, et jusqu'aux 10 ans de Dumbledore, tout se passe bien. Malheureusement, un événement tragique viendra briser cette famille. La petite sœur d'Albus, Ariana, est agressée par 3 moldus alors qu'elle est en train de pratiquer la magie. En réponse, le père de famille se venge sur les 3 moldus et est envoyé à Azkaban. Après ça, Kendra, la mère des 3 enfants, amène toute sa famille à Godric Hollow afin de débuter une nouvelle vie. Mais la jeune sœur de Dumbledore est traumatisée et refuse d'utiliser la magie. Leur mère refusera de l'envoyer à Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, et la cachera dans une cave. C'est bizarre. Leur mère refusera de l'envoyer à Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, et s'occupera d'elle du mieux possible dans le plus grand des secrets. L'année suivante, Dumbledore fait son entrée à Poudlard. Le problème, c'est que tout le monde l'associe à son père, c'est-à-dire à l'homme qui a tué 3 moldus. C'est pas cool, mec. Parce que oui, personne ne connaît les véritables raisons de cette agression. Perceval, le papa, a préféré taire les véritables raisons de cette agression afin de protéger sa fille et de lui éviter le séjour à l'hôpital. Ça peut vous sembler étonnant, mais il faut bien comprendre que la petite fille est devenue extrêmement instable après son agression. Son frère, à Belfort, dira même d'elle qu'elle est devenue complètement folle. Cependant, Dumbledore ne tardera pas à faire taire les horribles rumeurs sur sa famille. Grâce à ses prouesses académiques, il se forge une solide réputation et entame même plusieurs correspondances avec des sorciers connus. Il découvre les 12 propriétés du sang de dragon et est publié dans plusieurs magazines. À côté de ça, il devient aussi ami avec un jeune sorcier du nom de Elphias Dodge. A priori, tout se passe bien pour lui. La perte de son père a certainement été difficile, mais il vit correctement avec le reste de sa famille et ses prouesses académiques en matière de magie lui ouvrent les portes d'un avenir radieux. Malheureusement pour lui, une deuxième tragédie vient frapper sa famille. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, sa petite sœur a été vraiment traumatisée par son agression. Elle a totalement rejeté la magie qu'elle avait en elle, mais ça l'a simplement rendue instable. Même avec toute la bonne volonté du monde, elle ne pouvait pas supprimer les pouvoirs qu'elle avait en elle et était condamnée à rester une sorcière. Le problème, c'est qu'elle n'apprenait pas à maîtriser ses pouvoirs et qu'elle devenait parfois très dangereuse. La plupart du temps, c'était une jeune fille très douce et gentille, mais lorsque sa magie explosait, elle devenait incontrôlable. Si vous avez vu Les Animaux Fantastiques, cette description doit vous rappeler quelqu'un. Effectivement, beaucoup pensent qu'Ariana était un obscuriole, comme croyance. Bref, alors qu'Albus termine ses études avec brio et qu'il prévoit de faire le tour du monde avec son ami, un drame se produit chez lui. Ariana est complètement dépassée par sa magie et tue par accident leur mère, Kendra. À ce moment-là, tout s'effondre pour Dumbledore. Il ne vient pas seulement de perdre sa mère, il perd aussi sa liberté. Fini le tour du monde et fini les prouesses magiques. Son avenir radieux s'effondre devant ses yeux. La seule option acceptable qui s'offre à lui, c'est de rentrer à Godric Hollow pour s'occuper de sa sœur. Même si son jeune frère à Belfort propose de quitter l'école pour prendre le relais et s'occuper d'elle à sa place, Dumbledore refuse. Il estime que l'école est beaucoup trop importante. Il se résigne et abandonne ses rêves de gloire et de magie. Mais pas pour longtemps. Durant cet été, un jeune homme vient également rendre visite à sa grande-tante qui habite le même village que Dumbledore. Un jeune homme tout aussi brillant que lui, avec au moins autant de rêves et d'ambition. Grindelwald. Les deux jeunes hommes deviennent très vite amis et planifient ensemble un monde nouveau. Dumbledore est enchanté de trouver quelqu'un à son niveau, un véritable égal. Ils s'échangent des lettres et parlent d'un futur où les sorciers régneraient en maître sur le monde. À côté de ça, ils sont aussi à la recherche des reliques de la mort.
La baguette de Suro. La pierre de résurrection. La cape d'invisibilité. Ensemble, elles forment les reliques de la mort. Malgré le décès prématuré de sa mère et son tour du monde avorté, tout ne se passe pas si mal. Il vit une relation passionnée avec son ami Grindelwald et il prévoit de partir ensemble à la recherche de fidèles. Cependant, son jeune frère à Belfort n'est pas vraiment de cet avis. Il faut dire que leur petite sœur est toujours aussi fragile et que l'amener avec lui pendant qu'il compte régner sur le monde n'est pas vraiment envisageable. Le problème, c'est qu'il ne peut pas non plus la laisser seule puisqu'à Belfort est encore à l'école. Lorsqu'il fait remarquer ce léger problème aux deux futurs maîtres du monde, ils ne le prennent pas très bien. Je ne l'ai pas encore précisé, mais Grindelwald n'est pas vraiment le genre de sorcier qui se soucie de faire le bien. Un peu comme Voldemort, il estime que le plus important, c'est le pouvoir. Même s'il a des idées qui tendent vers un certain idéal, il n'a pas peur d'utiliser la magie noire pour y parvenir. Ça se discute. Oui, ça se discute quand même, mais bon. Dans les lettres qu'il envoie à Dumbledore, il fait notamment mention d'une armée d'Inferi, c'est-à-dire des cadavres réanimés par la magie noire. Pour finir, si ce jeune homme s'est retrouvé à Godric Hollow, c'est parce qu'il s'est fait virer de Durmstrang à l'âge de 16 ans à cause de ses activités en matière de magie noire. Avec ce contexte un peu particulier, personne ne s'étonnera de voir venir une troisième tragédie. En effet, les remarques d'Abelfort ne plaisent pas du tout à Grindelwald et ce dernier l'attaque. Un combat se lance et Dumbledore y prend part afin de les séparer. Mais alertée par le bruit, Ariana arrivera dans la pièce et se prendra un sort auquel elle ne survivra pas. Grindelwald quitte le pays rapidement après cet incident, craignant trop la justice à cause de ses méfaits passés. Quant à Abelfort, il blâme entièrement son frère et lui cassera le nez lors de l'enterrement d'Ariana. Voilà grosso modo l'histoire de Dumbledore jusqu'à ses 17-18 ans. Bon, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a pas une vie évidente. Il a perdu ses parents relativement jeunes et a subi aussi le décès de sa sœur dont il se sent entièrement responsable. La perte de son ami a aussi été très douloureuse car il ne l'a plus revue après la mort de sa sœur. Cela étant dit, on ne peut pas nier non plus que c'était quelqu'un d'égoïste et de très ambitieux. Il rêvait de gloire, de prix, de récompense et se sentait bien meilleur que les autres. Peut-être que mon amour pour ce personnage m'enlève un peu d'objectivité, mais je trouve qu'il a pas totalement tort. Il est bien meilleur que les autres, y a pas de doute là-dessus. Quant au fait qu'il abandonne un avenir brillant pour s'occuper d'une jeune sœur diminuée dans un village perdu, bah ouais, ça fait pas rêver. Quant à sa relation avec Grindelwald, je comprends un petit peu qu'il se soit laissé embarquer. Je l'ai pas précisé, mais pour ceux qui seraient pas au courant, ils étaient un peu plus que des amis. Ils étaient même beaucoup plus que des amis, oui. Du coup, il lui a trouvé des excuses. Parce que oui, Grindelwald est taré et Dumbledore a bien dû l'admettre. Bon, à ce stade, je veux bien concéder qu'il a un petit peu flirté avec la magie noire. Mais, à la différence de Rogue, il l'a fait par volonté de faire le bien, et pas parce qu'il était attiré par cette forme de magie. D'ailleurs, il aura fallu seulement 2 mois pour qu'il s'en détourne et qu'il ne remette jamais les pieds dedans. Pour moi, ça reste une erreur de jeunesse pardonnable. Maintenant, nous allons aborder le cas Harry Potter. Je vous passe les autres détails de sa vie parce que sinon la vidéo va durer toute la journée. En gros, il refuse les postes politiques et se consacre à l'éducation des jeunes sorciers. Il enseigne, il conseille le ministre de la magie, et il répond présent lorsqu'il faut botter le cul des mages noirs comme Grindelwald ou Voldemort. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, beaucoup reprochent à Dumbledore d'avoir façonné Harry pour qu'il se suicide à la fin de la saga. On va donc décortiquer tous ces arguments et voir s'ils sont justifiés ou pas. Première chose, l'avoir fait vivre avec son oncle et sa tante. Alors oui, ils se sont comportés comme des étrangers, voire comme des bourreaux. Harry est loin d'avoir eu une enfance facile, insouciante, agréable. Mais, aussi triste que ça puisse être, il a toujours eu de quoi manger, de quoi s'habiller et un toit sur sa tête. Beaucoup se demandent pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas accueilli. En fait, la réponse est simple. Le pouvoir du sacrifice de Lily, sa mère, vivait à l'intérieur de sa sœur. Ça signifie que jusqu'à sa majorité, Harry profitait de la plus puissante forme de protection. Il faut rappeler que Dumbledore se doutait que Voldemort n'était pas vraiment mort. Personne ne savait quand et comment il reviendrait, et si Harry avait été laissé à découvert, il aurait pu y laisser la vie. Du coup, c'est sûr que sa vie chez les Dursley c'était pas la joie, mais c'était pour sa survie. Perso, si je devais vivre avec des gens pareils pour esquiver le plus dangereux tueur en série du monde, j'hésiterais pas une seconde. Ensuite, on a toutes les remarques du style « il n'a pas aidé Harry »,« il l'a laissé participer au tournoi des 3 sorciers »,« il n'a pas vaincu le basilic », etc., etc. Bon, je dis pas que ces remarques sont fausses, mais faut être objectif aussi. Dumbledore est un personnage surpuissant, et comme dans toutes les œuvres, ça peut poser des problèmes de cohérence. Dans la réalité, il aurait pu résoudre tous ces problèmes.
Mais si l'auteur avait fait ça, on n'aurait pas d'histoire. Donc pour moi, c'est plus une incohérence qu'un défaut du personnage. Malgré mon amour inconditionnel pour Harry Potter, il y a quand même des incohérences. Bref, passons aux autres arguments. Il prévient Harry trop tard pour la prophétie. Encore une fois, je trouve ça un peu mesquin de lui reprocher un truc pareil. Vous verriez annoncer un gamin de 11, 12 ou même 13 ans qu'il va devoir affronter le plus puissant mage noir du monde et peut-être y laisser la vie. Il sait qu'il va devoir avoir cette discussion avec lui tôt ou tard, mais je comprends qu'il repousse un peu le moment. Le but, c'est pas de terroriser un enfant déjà traumatisé, mais de le prévenir au moment où il sera prêt à entendre tout ça. Le truc, c'est que personne n'est jamais prêt à entendre une chose pareille. La prophétie disait... Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ça veut dire que l'un de nous deux devra tuer l'autre. À la fin. Oui. À mon avis, il a fait du mieux qu'il a pu. S'il lui avait annoncé plus tôt, ça aurait sûrement causé d'autres problèmes. Alors oui, le fait qu'il lui ait annoncé si tard a causé la mort de Sirius, et on est tous très tristes parce que c'était un personnage génial. Mais comme je l'ai dit plus tôt, s'il lui avait annoncé avant, ça aurait sûrement causé d'autres soucis. Il lui a fait comprendre qu'il devait mourir de la main de Voldemort s'il voulait vraiment sauver le monde des sorciers. Oui, c'est horrible, mais en même temps c'est la vérité. Puisque Harry était un Horcrux, la part de Voldemort qui vivait en lui devait mourir. En se sacrifiant, il garantissait aussi une protection magique à tous les autres, et il avait la garantie que Voldemort serait tué. C'est sûr que c'est horrible, mais j'aimerais quand même préciser deux choses. La première, c'est que Dumbledore était convaincu que Harry survivrait à ça. Et il le lui dit d'ailleurs dans le Purgatoire. Mais même si c'était pas le cas et que Harry était mort, tant pis. Je veux dire, s'il avait refusé de se sacrifier, Voldemort aurait pris le contrôle du monde, tué tous ses opposants, et Harry tôt ou tard. Quant au fait qu'il l'ait préparé à cette mort, je suis pas du tout d'accord. Dans les livres, on voit à quel point Harry est terrifié à l'idée de se livrer à Voldemort. Il ne dit pas adieu à ses proches, car il sait qu'il saisira la moindre chance de rester auprès d'eux. Marcher droit vers sa mort est une décision extrêmement difficile à laquelle il n'était pas du tout préparé. En fait, il était prêt à mourir au combat en protégeant l'un de ses amis, par exemple, mais certainement pas à se livrer à Voldemort. Donc je ne pense pas que Dumbledore l'ait manipulé pour arriver à ce moment. Je pense que Dumbledore a fait office de mentor et qu'il l'a préparé au mieux à ce combat. Il lui a donné suffisamment d'informations avant de mourir pour que Harry puisse vaincre Voldemort s'il le souhaitait vraiment. Du coup, est-ce que Dumbledore est le grand manipulateur de l'histoire ? Oui, un peu quand même. Je suis convaincue que ses intentions ont toujours été louables et qu'il a agi pour le bien du monde des sorciers. Mais justement, il a agi pour ce monde, parfois en manipulant les uns et les autres. Le truc, c'est que manipuler ici n'est pas à comprendre comme une stratégie vicieuse, dénuée d'émotions. C'est simplement que Dumbledore cerne facilement les gens et qu'il arrive à voir leur vrai potentiel. Du coup, il exploite au mieux les compétences de chacun afin de servir une plus grande cause. Après, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Dans un registre un peu différent, c'est ce que sont censés faire les bons managers avec leur équipe. Après, il a des défauts comme tout le monde, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Il sait parfaitement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et après la tragédie avec sa sœur, il a toujours choisi le bien. Par exemple, il a toujours refusé les postes de pouvoir, de peur de retomber dans ses travers. Jusqu'à la fin, il aura essayé de faire le bien, notamment lorsqu'il a demandé à Rogue de le tuer, en partie pour que Drago n'ait pas à le faire. Bref, pour moi, c'est tout sauf un personnage horrible, et mon avis reste le même. J'adore ce personnage, et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à donner votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous.